Merci beaucoup. Donc, j'ai la chance de vous faire ce topo. C'est la première fois que je le fais. C'est un peu émouvant pour moi de me lancer sur un nouveau topo. C'est une invitation de Julie et de tout le groupe SOS AR. J'essaie de revoir un peu la littérature. Il n'y a pas grand-chose sur la littérature française, sur le sujet des limitations et des désaccords. Donc, je vais essayer de faire un petit overview des grands concepts de la prise en charge en réanimation et de l'éthique de la réanimation, les lois et comment on s'organise. Et puis, vous expliquer justement le concept des conflits entre famille et équipe et voir comment on peut réfléchir, pas forcément à tout prévenir, parce qu'en pratique, vous allez voir, ça fait partie de l'équation finalement de gérer les conflits, mais comment on peut essayer de faire en sorte que les équipes arrivent à mieux gérer ces situations sans que ce soit un grand stress et qu'elles puissent travailler dans des conditions plutôt acceptables. Alors déjà, il faut revenir sur des grands concepts de l'éthique, donc ça, vous connaissez ça par cœur. En pratique, vous savez qu'on a 4 piliers qui coordonnent notre relation avec le patient: le principe d'autonomie, de bienveillance, non-malveillance et de justice distributive. Alors, en réanimation, le principe d'autonomie, jusqu'à la loi Claes-Leonetti, en fait, il était clairement mis de côté dans la mesure où les patients n'avaient pas grand-chose à raconter quand ils sont intubés, ventilés, en grande détresse respiratoire. Ils n'ont pas la possibilité de pouvoir réellement exprimer leur autonomie. Donc, évidemment, on a essayé de couvrir un peu mieux ce sujet-là et appuyer sur des outils qui vont nous permettre peut-être d'être un peu plus dans une réflexion et un colloque singulier auprès du patient et pas qu'auprès de la famille. Mais c'est quand même un point intéressant qui nous met en difficulté par rapport aux autres spécialités sur notre gestion des patients et de leur capacité à nous expliquer ce qu'ils voudraient pour eux, quelle est leur intime volonté. C'est un peu un sujet qui nous concerne tous les jours. Ensuite, quand on parle de réanimation, on a des principes qui sont connexes en fait, mais qui quand même sont importants à appuyer. On doit respecter la volonté du patient, donc on revient au principe d'autonomie, mais comme on sait, il n'est pas forcément facile de l'obtenir. On est dans un système, je suis désolé, mais j'ai ma petite barre qui est pile au milieu, donc ça bloque mon... Pas très beau, voilà. On va réanimer au bénéfice du doute, c'est-à-dire qu'en pratique, vous allez vous rendre compte que dans beaucoup de situations, vous allez entamer une réanimation qui potentiellement est futile, mais il va vous falloir du temps pour le prouver. Et donc, on va se mettre dans une situation exprès de réanimation dans le doute. Et puis, dans un deuxième temps, on prendra une fenêtre d'évaluation pour se dire, j'ai tous les éléments à la fois pronostiques, social, psychiatriques, médical, et je suis capable de déterminer ou pas si je suis dans la bonne situation ou si je dépasse l'objectif du patient. Il faut savoir s'abstenir et ou mettre en place une limitation. Et donc ça fait vraiment partie de nos obligations. Et avec la nouvelle loi Claes-Leonetti, c'est évident qu'on n'a plus le droit de se mettre dans une situation d'obstination déraisonnable. Donc on doit, nous, être capable de réfléchir à cette question-là. Ça s'impose à nous. Et des outils comme, par exemple, les directives d'anticiper aussi vont nous aider à éviter de tomber dans l'obstination déraisonnable. Et en revanche, un point qui est quand même à mettre en exergue, on calcule des capacitaires de réanimation en France, on calcule des moyens dédiés avec on considère qu'il faut par exemple 2 infirmières ou 3 infirmières par malade, pardon, l'inverse, excusez-moi. Une infirmière va gérer 2 ou 3 patients. En fait, on a des outils comme ça qui sont calculés et on doit tenir compte de cette notion en fait, de distribution des moyens. On ne peut pas faire de la réanimation à outrance sans tenir compte justement du malade d'après. Cette notion du malade d'après, en pratique, on est tous interconnectés. Si vous utilisez à mauvais escient vos lits de réanimation, ou moi si j'utilise à mauvais escient, ça aura un impact en fait sur la gestion globale française de cet outil de réanimation. Et donc, on est interconnecté, on doit être dans cette réflexion de la justesse du soin. Est-ce que ça passe? Voilà. La loi Claes-Leonetti, bon, je ne vais pas vous faire l'affront de la revoir, elle est longue, mais elle est très très bien écrite. Elle a eu l'avantage quand même de créer une unanimité, à la fois au niveau de ceux qui l'ont voté, donc les députés ont tous été d'accord, et nous, en tant qu'utilisateurs, en tant que soignants, on est quand même très contents de cette situation. Ça nous a permis de caler plusieurs éléments, interdire l'obstination déraisonnable, ça c'est un point déterminant, le droit à la sédation profonde et continue, qui, juste avant cette loi, n'existait pas réellement. Donc, on avait le droit de faire de la sédation, mais elle n'était pas encore aussi affirmée que telle qu'elle est décrite maintenant. Quand on dit sédation profonde et continue, c'est qu'on peut aller jusqu'à une apnée induite. Donc, en fait, on est couvert
sur une situation, on va décider de mettre une sédation qui peut être apnéique, il n'y a pas de sujet là-dessus. Le double effet est complètement cadré, est complètement intégré dans notre manière de prendre en charge les patients. On a une obligation de respecter les directives anticipées, donc ça c'est clair, sauf qu'en pratique, vous allez vous rendre compte qu'on a entre 2 à 5% des patients qui ont écrit des directives anticipées. Donc c'est probablement un outil intéressant, sauf que pour moi il n'est pas encore mis en place. Et puis cette notion de collégialité. Et la notion de collégialité, elle est déterminante parce que vous allez vous rendre compte en pratique que dans la gestion de l'équipe elle-même, bien appuyer sur la collégialité, ça va permettre aux médecins, quel que soit l'âge du médecin, les juniors, les seniors, aux paramèdes, la psychologue, les infirmières, les aides-soignants, et puis l'élément extérieur, de réfléchir ensemble et finalement d'être beaucoup plus dans une solidarité de la décision, même si elle va être portée par celui qui porte la collégialité, qui va ensuite annoncer. Cette solidarité dans la décision gomme une partie des émotions qu'on pourrait avoir sur je poursuis ou je ne poursuis pas. En fait, on vit quand même un peu mieux le fait d'être à plusieurs à décider, en tout cas à y réfléchir. Et ça permet aussi, dans la communication auprès de l'équipe et auprès de la famille, d'être beaucoup plus serein. Et ça, c'est important, c'est que le communicant qui va amener la décision, il faut il se crée une propre sérénité dans sa manière de communiquer. Ça va l'amener à être probablement dans une adéquation et dans un alignement avec la famille qui va être beaucoup plus naturel. Donc, en pratique, la réanimation, les limitations en réanimation, c'est nécessaire pour éviter l'obstination déraisonnable. Donc, on sait que de toute façon, il va falloir en mettre en place. En fait, peu de malades vont jusqu'à l'échappement thérapeutique, et donc de plus en plus de malades en fait, vont mourir d'une décision et pas juste d'un échappement. Et cette loi, elle offre un cadre légal solide pour justement appuyer nos décisions, mettre en place des protocoles et créer la sérénité au sein de l'équipe. Toute la question aussi, c'est l'importance de la communication au sein de l'équipe. Ça permet donc justement par cette qualité de créer un dialogue, comme je vous l'ai dit. Et ce dialogue, je pense, est nécessaire pour qu'on puisse amener correctement toutes ces informations auprès des équipes. Alors, quand on s'intéresse au parcours des patients en réanimation, il faut les comparer avec les autres maladies. En fait, c'est intéressant de se rendre compte en fait, que donc la réanimation, c'est un sous-type très particulier de patients par rapport à tout le reste des malades qui vont finir par mourir ou qui vont évoluer. La maladie chronique, qui est quand même le grand cadre qui amène les patients vers la pathologie, elle a tendance à avoir une évaluation. Alors, c'est probablement trop schématique, mais on a une évolution d'un état sans pathologie vers un état de perte de compétences, avec un handicap qui va s'installer, de léger, modéré, puis majeur, et puis progressivement aller jusqu'à un décès. La particularité de nos malades de réanimation, c'est qu'en fait, ils viennent avec une maladie suraiguë qui emmène très régulièrement un pronostic vital d'emblée. Et donc, en fait, on a une flèche rouge qui descend, qui est quand même assez évidente. S'ils ne viennent pas chez nous, ils sont quasiment tous morts. En pratique, c'est ça qui les définit. Et ce qu'on va essayer de faire, nous, en tant que réanimateurs, c'est d'éviter cette surmortalité. Et ensuite, après, les choix pour les patients, l'évolution de leur maladie, c'est d'aller soit vers une récupération à l'intégrum, c'est ce qu'on espère tous, mais en pratique, ce n'est pas si évident que ça, soit aller vers une situation de handicap ou de perte d'autonomie qui peut être plus ou moins acceptable en fonction justement de la situation du patient, soit des handicaps qui sont graves, et donc là, justement, peuvent s'intégrer des problématiques de directive, soit un décès. Et donc, on est en fait dans cette situation où on a nous-mêmes une certaine responsabilité éthique dans l'évolution du patient, parce que si jamais on laissait la nature, comme certains l'évoquent, en pratique, la nature, c'est que s'ils ne viennent pas en réanimation, ils sont tous morts. Donc, à partir du moment où on intègre nous du soin, en fait, il y a ce qu'on appelle le fait des hommes, c'est on a, nous, en tant qu'hommes soignants, décidé de changer le parcours d'un patient et de l'emmener vers des situations qui peuvent être soit le vert, super, soit le orange, un peu limite, soit, malheureusement, la case rouge ou la case bleue, qui pourrait être vécue comme une catastrophe. Et donc, quand on essaie de caractériser l'évolution du patient, en fait, il y a plusieurs moments où en fait, on travaille en interaction avec la famille, interaction avec le devenir du patient. Il y a la phase initiale qui correspond donc à ces 48 premières heures schématiques. Évidemment, c'est très schématique, parfois c'est un peu plus, parfois c'est un peu moins, mais c'est le moment où en fait, on n'a pas encore suffisamment d'informations pour pouvoir créer une décision. Donc, en fait, décider avant ce moment-là, c'est probablement trop précoce parce qu'on ne connaît pas encore assez bien ni le patient, ni sa famille, ni ses directives, ni sa maladie. Enfin, bref, c'est le grand flou. Et donc, vous savez tous, le lendemain de votre staff, vous avez passé la nuit, vous racontez le malade, mais il manque la moitié des infos. Ce n'est pas le moment de décider, c'est le moment de comprendre, c'est le moment d'intégrer de l'information. Parfois, certains malades vont aller jusqu'à un échappement thérapeutique à cette étape-là. Donc ça peut arriver que précocement, le malade en fait part sur un échappement, il se choque, il ne répond pas à la noradrée, il est en HIC, il passe en EME. Voilà, vous n'arriverez pas
à réellement faire plus que ça. Et votre situation initiale, c'est le mode survie. En fait, vous, en tant que soignant, vous allez faire en sorte, avec le SAMU, de stabiliser la situation et de mettre en mode survie. Ensuite, après, vous avez une étape qui est celle de la réanimation en tant que telle. C'est l'adaptation des thérapeutiques aux défaillances. J'en ai cité quelques-unes, il y en a évidemment plein d'autres. L'idée, c'est qu'on rentre dans une réanimation plus organique. Et là, la question qui peut se poser avec les familles, c'est la notion du temps. Souvent, ils nous posent cette question. Combien de temps? Mais pourquoi c'est si long? Pour moi, la réanimation, c'est on masse et tout va bien. Ben non, c'est pas ça, la réanimation, c'est un peu plus long que ça. Et puis, cette notion de c'est quoi l'espoir que je peux avoir? C'est quoi le devenir du patient? Donc, ils posent des questions à ce moment-là. Et c'est des questions, en fait, souvent à laquelle on ne peut pas forcément répondre. Donc, on est, nous, confrontés aussi à cette difficulté de ne pas pouvoir répondre à ce genre de questions de temps, devenir et espoir. Et puis ensuite, après, on a la troisième étape qui est celle du sevrage des assistances et d'évaluation des séquelles, où là, on commence un tout petit peu à mieux comprendre, parce que finalement, on est sorti de cette grande boîte noire qui est la sédation, les amines. On commence petit à petit à pouvoir sevrer tous ces éléments-là. Et on va se poser des questions de pronostication, de réhabilitation, de poursuite ou pas de poursuite de thérapeutique. Et puis parfois, même on doit rajouter des thérapeutiques pour faire en sorte que le malade soit à peu près autonome, mais puisse sortir de réanimation. Donc une GPE, une internalisation de DVE, une trachéotomie, c'est des sujets en fait qui va se poser. C'est est-ce qu'on doit aller jusque là? C'est en fait lui rajouter un mode qui est plus une assistance réanimatoire, mais qui est une assistance pour la vie post-réanimation. Et donc là, ça va évidemment se poser des questions sur la relation au corps, la relation aux directives anticipées, toutes ces questions qui vont impliquer notre réflexion. Et le lien qu'on a avec la famille, en fait, il va changer en fonction de ces étapes-là. À la phase initiale, en fait, on est très alignés, en général, la famille et nous. Ils pleurent, ils sont tristes et ils ont vu le malade dans une situation catastrophique, ils ont bien compris que c'est très grave et ils sont dans un espoir énorme de la survie. Et nous, en général, on porte cet espoir-là et on est plutôt d'accord, on est aligné avec cet espoir-là. Deuxième étage, il peut y avoir un petit décalage parce que vous commencez à comprendre que ça va être long. Eux, ils ne comprennent pas que c'est long. Eux, ils se créent des espoirs, ils n'en ont pas. Voilà, il y a un petit décalage qui va s'organiser sur la deuxième étape. Et sur la troisième étape, c'est là où c'est compliqué. C'est là où, en général, se pose beaucoup de questions. C'est qu'en fait, il faut qu'on fasse en sorte qu'on recrée un alignement entre ce qu'a compris l'équipe et ce que comprend la famille. Et cet alignement est compliqué à mettre en place parce que parfois, vous allez voir, il y a des obstacles à la compréhension, des obstacles à l'intégration, et puis parfois il y a du déni, parfois il y a de l'agressivité, il y a plein de choses qui peuvent s'intégrer et rendre très compliqué la relation avec la famille. Donc en pratique, dès l'admission, ce qu'on en comprend, il y a un peu de littérature là-dessus, c'est que si jamais on fait en sorte qu'à toutes les étapes, on seniorise, on laisse un interne, on met le psychologue, le paramètre, tout le monde comprend un peu les étapes et tout le monde participe à la communication, vous allez voir, il y a un peu de littérature là-dessus, ça améliore probablement le finish. Donc en fait, il faut dès le départ anticiper qu'il va y avoir des situations compliquées où les malades vont survivre, mais il va quand même se poser des questions de est-ce qu'on doit poursuivre ou pas les soins et des questions de est-ce qu'on va avoir des conflits à gérer. Vous allez voir, en fait, malheureusement, oui, vous allez avoir des conflits à gérer parce que de toute façon, ça fait partie de l'équation. On va avoir des patients pour lesquels les familles ne sont pas alignées avec notre vision de la médecine ou avec notre manière de réfléchir à la médecine. Une autre question qui est importante aussi, c'est la temporalité, quelque chose qui est compliqué pour les familles. Parfois, ils trouvent que c'est trop lent, parfois, ils trouvent que c'est trop rapide. Et un truc qui est sûr, c'est que nous, ce qu'on cherche, c'est des arguments assez précoces pour comprendre comment va évoluer le patient. Ce qu'on appelle la pronostication, c'est essayer de gagner du temps par rapport à l'évolution naturelle de la maladie. Prenons un cas pratique qui me concerne pas mal, le cérébro-lésé. Au départ, on est en grande incertitude, il y a de l'HIC, et puis progressivement, quand on voit qu'on a coupé la sédation, que ça fait 15 jours que le malade commence à peine à avoir des signes végétatifs, mais qu'il n'y a rien d'autre, ça nous crée une certaine certitude sur l'évolution potentielle de ce patient. En revanche, si jamais j'avais fait précocement de l'imagerie ou précocement des éléments qui me permettaient d'avoir statistiquement, pour une cohorte à peu près équivalente, des éléments de pronostication, ça m'aurait peut-être permis de mieux comprendre la situation et peut-être d'anticiper un peu la communication avec la famille. Et donc, en fait, cette notion de pronostication, elle a le seul intérêt, en fait, c'est de gagner du temps, d'une certaine manière. Donc, parfois, pour certaines familles, c'est très important de gagner du temps. Donc, ils sont comme nous dans cette quête de je veux gagner du temps. Et pour certaines familles, c'est horripilant d'aller chercher à gagner du temps. Ils ont l'impression qu'en fait, on est en train de gâcher une partie de la possibilité de soins qu'on peut proposer aux patients. Donc ça, c'est un élément aussi qui est important, c'est que cette notion de temporalité, c'est compliqué de comprendre où en est la famille et ce qu'elle veut. Après, en plus, dans chaque famille, il peut y avoir du dissensus. Il peut y avoir une femme qui pense comme ça, un homme qui pense comme ça, une mère, une fille. Et là, dans la situation dissensuelle, en général, cette notion de temporalité, elle est déterminante. C'est qu'il faut s'aligner sur ce qu'on veut en faire et surtout avec quelle temporalité. Et là, là-dessus, on sent qu'on est un peu en difficulté. Donc, on avait fait
un édito avec Éléonore Bouchereau là-dessus, justement, sur la notion du temps. Et en pratique, il y a une notion qui commence à devenir de plus en plus à la mode dans la triangulation de la gestion de la décision, et dans tout ce qui est clinique, tout ce qui est en rapport avec le patient, tout ce qui est en rapport avec la pronostication. Et en fait, le temps, d'une certaine manière, nous aide aussi à progresser dans notre mode opératoire. Et donc, il faut savoir se laisser du temps. Et donc, s'il y a un message que je peux vous passer là-dessus, c'est sur la pronostication. Quand on est pressé, en général, on n'a pas les éléments et on ne fait pas bien. Et donc, le concept qui finalement est en train de sortir, c'est ce qu'on appelle la réa d'attente. La réa d'attente, c'est de se dire, on va se donner une espèce de fenêtre temporelle pour bien comprendre l'évolution du patient. Alors, je suis désolé, ce n'est pas très, très joli, mais en pratique, quand le malade a une évolution clinique très rapide, avec un enrichissement, une conscience, sa courbe a plutôt tendance à faire une courbe verte, et donc on sait que probablement il va évoluer vers une bonne récupération. Quand malheureusement le malade met beaucoup de temps à récupérer, il traîne, et en fait la slope de la pente n'est pas la même. Donc en fait, finalement, si on peut modéliser l'évolution clinique, si le malade progressivement intègre beaucoup et s'enrichit au niveau clinique, en fait, ça va avoir probablement un effet pronostic très important sur son devenir. Si jamais il s'enrichit peu, ce n'est pas le cas. Et donc, il nous faut ce temps-là, déjà, pour comprendre l'enrichissement clinique face à une évolution. Et puis, cette notion de réanimation d'attente, elle a un intérêt, c'est qu'elle va nous permettre le temps de la compréhension, le temps de l'accompagnement. En fait, plus nous, on va visualiser le malade bloqué dans son état végétatif, plus la famille va le visualiser aussi. Et ça peut aussi les aider à intégrer la gravité, la catastrophe dans laquelle on est. Et ça nous évite de se retrouver dans une situation qui est compliquée au niveau éthique et compliquée au niveau émotionnel, c'est l'autoprophétie réalisatrice. En fait, c'est très facile pour un animateur de dire « Monsieur B va mourir, si jamais j'arrête la ventilation, si jamais j'arrête la noradrée, Monsieur B est mort. » En fait, il est mort peut-être parce que je l'ai décidé, pas parce que sa maladie allait l'emmener jusqu'à la mort. Donc ça, c'est un des vrais sujets aussi de notre manière de gérer les limitations. Plus on va faire des limitations, plus on va s'auto-dire qu'on a raison. Donc l'équipe dit « Ah, on est trop fort, on a eu raison, regardez, celui-là, on a dit qu'il allait mourir, et il est mort. » Il y a un petit sujet sur cet effet un peu circulaire de notre décision. Après, ce qui est compliqué, c'est que, en fait, quand on rentre dans cette réanimation d'attente, il y a des difficultés qui sont d'ordre éthique. C'est-à-dire qu'en fait, il faut gérer le doute. Il faut se dire, OK, bah, en fait, c'est pas très simple. On va se donner du temps et peut-être que le malade va finalement évoluer vers un peu mieux et on n'en doutait pas. Il va se dégrader. Donc, c'est des éléments fait, qui vont rendre un peu compliqué l'organisation, mais elles sont importantes à mettre en place. Des difficultés d'ordre clinique, c'est qu'il faut aller chercher de plus en plus d'éléments factuels pour caractériser la situation. Et donc, en fait, la réa d'attente, elle ne va pas juste être observatrice, elle peut dire, bah, il me faut de la neuroprostication avec de l'électrophysiologie, avec un EEG, avec des potentiels évoqués, ou avec une imagerie plus sophistiquée pour bien comprendre l'état anatomique du cerveau, par exemple, ou l'état anatomique de tel ou tel organe. Et puis, l'autre élément qui est compliqué dans ces situations-là, c'est qu'en pratique, méthodologiquement, toutes nos études en fait s'intéressent à prouver l'efficacité d'un traitement sur il est vivant, il est mort, et en fait quand il est mort, en général on dit il a perdu. Et en fait c'est un échec du traitement. En fait, il y a certains malades, en fait, ils peuvent avoir une bonne évolution avec le traitement, mais comme on a décidé que finalement ça ne remplissait pas ses directives, qu'on n'allait pas dans sa cible, on allait mettre en place une limitation, et donc finalement il va se retrouver mort avec peut-être une bonne évolution avec le traitement. En fait, méthodologiquement, ça peut mettre en difficulté l'évaluation de nos traitements, de rentrer dans cette étape de j'évalue et je vais tenir compte des directives pour améliorer l'adaptation aux soins du patient. Il y a des concepts qui commencent à s'intégrer aussi, qui sont importants, c'est qu'en fait, naturellement, on avait tendance à dire la réanimation, c'est le soin aigu, et tout ce qui est dans le soin aigu, en fait, ne peut pas être palliatif. En fait, de plus en plus, on commence à intégrer la notion de soins palliatifs en réanimation. En fait, ça peut être aussi intéressant de se dire qu'en réanimation, sous assistance, c'est-à-dire qu'avec le ventilateur, avec un cathé, avec des antibiotiques, en fait, ça s'appelle des soins palliatifs quand même, c'est-à-dire qu'on ne va pas, par exemple, aller au-delà de telle ou telle assistance, on décidera de ne pas en rajouter, ou on va privilégier les soins de confort, c'est-à-dire que la douleur va être mise en avant, bien protégée, et que le soin palliatif, en fait, ça fait partie aussi de nos soins de réanimation. Ça, c'est des concepts qui commencent à rentrer. Pour le moment, moi, quand je dis au staff, on va faire du soin palliatif, je dis, bah non, on est en réa, on ne fait pas de soins palliatifs. Si, en fait, ça peut faire partie de notre réanimation d'intégrer aussi des soins palliatifs dans notre prise en charge. Un autre élément que je trouve important, c'est qu'il faut bien dissocier ce qu'on appelle la situation clinique et ce qu'on va appeler le mode opératoire. On a trop tendance à dire c'est une LATA. Vous avez déjà tous entendu ça. Et dans c'est une LATA, ça veut tout et rien dire. Parce qu'entre la manière de limiter, la manière d'arrêter et la raison pour laquelle on va le faire,
en fait, on a un fourre-tout qui peut mettre en grande difficulté la communication avec les équipes et en grande difficulté la communication avec les familles. Et donc, j'essaye de plus en plus, moi, de schématiser tout ça en 3 grandes cases. C'est peut-être trop simple, et ça permet quand même de caractériser les patients. En fait, il y a 3 types de patients. Il y a ceux qui vont partir en échappement. Donc, en fait, on voit la noradrée en train de monter, monter, monter. On se dit, bah, on ne va pas la laisser monter jusqu'à 50 mg/h. Donc, en fait, on va décider de nous-mêmes soit de le laisser tel quel, soit d'arrêter de monter les assistances, soit d'arrêter l'assistance. Ça, c'est la situation échappement. Cette situation échappement, en général, elle est assez facile à gérer. En fait, c'est la maladie qui emporte le patient. Donc, vis-à-vis des équipes, vis-à-vis des familles, c'est très simple à raconter. Après, à mettre en place, il y en a que ça choque, de laisser de la noradrée ou de l'enlever. Donc, voilà, il y a des discussions au sein de l'équipe. Mais en pratique, cette situation-là, ça peut être soit de la limitation, soit de l'arrêt, mais c'est un mode d'échappement de la maladie qui emporte le patient. Le deuxième groupe, c'est les malades en fait, pour lesquels on va décider de faire une non-escalade anticipée. C'est qu'on va se dire, le malade est trop fragile pour supporter une nouvelle complication. Et donc, en pratique, on va arrêter de monter les assistances et on peut décider de ne pas traiter une nouvelle complication. Donc, on dira, s'il fait une pneumopathie, je ne mettrai pas d'antibiotiques. S'il fait une insuffisance rénale, je ne mettrai pas de dialyse. Mais en fait, ne pas mettre de dialyse, c'est un mode opératoire. Avec la vraie décision médicale, c'est celle de considérer qu'en fait, on fera une non-escalade thérapeutique dans le cadre d'une nouvelle complication. Et ça, je pense que c'est important, c'est qu'il faut que vous appreniez à bien choisir la situation clinique que vous voulez traiter. Et ensuite, le mode opératoire, on peut le rediscuter, vous allez voir, et en fonction des familles, en fonction des équipes, on a des modes opératoires qui sont différents. Il n'y a pas de bonne manière de faire un mode opératoire sur une limitation. Ça peut être pour la réanimation, et ça peut être aussi anticipé pour un futur retour. Et les malades qui sortent de réanimation, on peut se poser la question, est-ce que je le reprendrai dans telle et telle condition? Donc, on peut aussi se poser cette question de non-escalade anticipée dans le cadre d'un retour en réanimation. Et puis, la troisième étape, qui est celle de l'accompagnement de fin de vie, c'est en fait des situations qui sont dépassées, pour lesquelles on a fait une évaluation complète. C'est ça qui est important, c'est qu'en fait, on soit donné vraiment tous les moyens de comprendre le dossier du patient et que malgré la réanimation, la situation est dépassée. Là, dans ces cas-là, bah, évidemment, il y a le soin de confort avec la sédation profonde et continue qui peut être mise en avant. Et puis, il y a toute la question de l'alignement avec les familles pour l'arrêt des assistances ou une diminution progressive. Et il n'y a pas de bonne manière de faire, en fait. Pour certaines familles, ça va être évident qu'il faut arrêter avec l'extubation terminale. Et puis pour d'autres, on va se rendre compte en fait, que ce n'est pas du tout adapté, et voire même ça peut être une zone de conflit. Et ça peut être un sujet. C'est en fait, tout d'un coup, on va se mettre en conflit sur le mode opératoire, que c'est complètement secondaire, que finalement, il pourrait y avoir un alignement sur la situation clinique. Donc ça, c'est un des sujets que moi, j'essaie d'appuyer, c'est choisissez d'abord la bonne situation clinique, alignez-vous avec la famille sur la situation clinique, et après, le mode opératoire, il va découler assez naturellement. Donc les conflits, famille, équipe, dans les situations de l'ATA, ça existe. Ça existe, et en fait, vous allez voir, ça existe beaucoup. Quand on regarde la littérature, donc là, il y a une belle étude qui est sortie, je suis tombé par hasard dessus, que je n'avais malheureusement pas lu, qui date de 2023, donc assez récente, écrite par des Français. Comme co-auteur, on a Emmanuel Weiss, qu'on connaît de Beaujon, et donc Michael Djalbounikani, que je ne connaissais pas. Il définit donc justement ces situations, alors c'est sur un survey, hein, donc voilà, ils ont interrogé, je crois, 200 ou 300 médecins. On a une incidence qui est rapportée en fonction des pays entre 20 et 50% de conflits. Donc en fait, c'est hyper fréquent. C'est pas un truc, oh là là, c'est horrible, ça va me tomber dessus. En fait, c'est de toute façon, ça va vous tomber dessus. Moi, je vais vous faire les calculs. Dans ma réa, c'est à peu près l'équivalent de 25 à 30 par an. Et en fait, c'est une situation super fréquente. Les facteurs qui contribuent à ça, c'est quand il n'y a pas de directive anticipée. Enfin, nous, en France, en gros, on a 5% des malades qui ont des directives anticipées. Donc, il y a 95% des cas où ils auront ce facteur-là. Quand on a mal communiqué ou il y a un problème de communication, quand il y a plusieurs membres de la famille, donc en fait, ça, c'est les dissensus dans la famille qui poussent là-dessus. Et quand il y a des problèmes d'ordre culturel ou culturel, avec finalement peut-être une inadéquation entre ce qu'on propose comme réflexion de la limitation et de la fin de vie sur notre loi, sur notre manière de procéder, et des familles qui ne sont pas forcément alignées avec ce culte-là et cette manière de réfléchir la culture. Donc là, voilà mes calculs. Là, moi, j'ai fait mes calculs pour voir à peu près où je devais me situer. Je fais 750 entrants, j'ai 120 décès. Si jamais je considère que je suis à 20%, j'ai à peu près 20 à 25 conflits par an. Donc c'est en fait tout le temps. C'est genre une fois toutes les 2 semaines, quoi, hein, donc ça doit être tout le temps. Donc on sait que ça va arriver, ça c'est sûr. Okay. Est-ce qu'on sait le prévenir? En fait, ça va être compliqué de dire aux gens qu'il faut faire des directives, parce que voilà, en pratique, la prévention, elle est bien au-delà du cadre de la réanimation. Est-ce qu'on sait le gérer? Donc ça, c'est la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on sait le gérer? Et en fait, comment on va gérer ça? En fait, c'est une situation qui doit arriver, il faut qu'on soit prêt à le gérer.
Alors déjà, il faut comprendre d'où ça vient. Ça vient principalement du fait que, ça c'est les psychologues qui définissent ça, quand vous annoncez une horreur à quelqu'un, première chose qu'il va faire, c'est qu'il va faire le transfert. Transfert ou déplacement. C'est en gros, si jamais vous n'êtes pas content, vous claquez la porte. Okay, ce claquage de porte, ça veut juste dire que vous êtes en colère. Ça ne veut pas forcément dire que vous n'êtes pas aligné avec ce qu'ils vont raconter. Il y a un moment, il y a une espèce de colère, il faut qu'elle sorte. Et donc, ça peut être vécu comme une agressivité pour le soignant, et ça peut être vécu comme finalement, il n'est pas d'accord, on ne va pas s'entendre et tout. Et surtout, ce qui se passe assez naturellement face à ce transfert, c'est le contre-transfert. Et ça, c'est nous, soignants, en fait, quand on se fait agresser par une famille qui n'est pas contente, tout d'un coup, on devient nous-mêmes toxiques dans la relation. En fait, on envenime le système. Et on a cette espèce de relation inconsciente à l'information, et tout d'un coup, on va se mettre à devenir agressif parce que l'autre nous a envoyé un signal agressif. C'est une espèce de truc de réflexe. C'est très dur de le contenir, mais en pratique, quand on le sait, déjà, c'est mieux. On sait que ça existe, on dit « Ah, peut-être que je suis en train de faire un contre-transfert. Donc peut-être qu'il faut que je me calme, peut-être qu'il faut que je pose les mains, peut-être qu'il faut que je laisse l'autre parler. » Et comme ça va permettre de trianguler le truc et éviter que je me trouve moi-même en situation d'envenimer une situation qui est compliquée. Donc ça, c'est important parce que ça peut nous aider déjà à anticiper, à se mettre en désamorçage de la situation. L'autre truc, c'est qu'on a quand même encore tendance à être dans une médecine assez paternaliste qui est descendante. On a l'impression qu'on sait, nous, on comprend, parce que nous, on est réanimateurs, on a toutes les informations, et donc on descend l'information. Cette information descendante, elle a un effet extrêmement toxique pour les familles, qui ont l'impression de ne pas être entendues, de ne pas être écoutées, et en pratique, on n'est pas dans une médecine qui explique, on est dans une médecine qui a tendance à informer et balancer de l'info. Et ça, c'est sûr que c'est déjà une mauvaise gestion de la communication. Je pense que vous avez tous déjà géré des situations de conflit en dehors du boulot. Quand on commence à être top-down dans notre relation, ça ne se passe jamais très très bien. C'est un peu pareil avec les familles. Il n'y a aucune raison que ce soit différent avec les familles. L'autre élément aussi, c'est qu'il faut comprendre en fait ce que ça veut dire de créer un alignement. Pour créer un alignement, pour que tout le monde soit d'accord, en fait, il faut comprendre quel est le degré de collaboration, est-ce qu'on a envie d'avancer ensemble, et le degré d'affirmation. Et en gros, nous, on est dans la situation où évidemment, il y a un enjeu maximal, on va parler de la vie et de la mort, et il nous faut une relation maximale. Il faut qu'on soit d'accord ensemble. Pour que ça marche, en fait, ce truc-là, il faut qu'on ait tous les deux l'impression de gagner. Si jamais il y en a un qui a paumé et l'autre qui a gagné, en fait, ça ne va pas marcher. Ça va aller au conflit, forcément. Donc, il faut aller vers la situation où on va essayer d'inventer une situation de collaboration avec la famille. S'il n'y a pas de collaboration avec la famille, en fait, on va aller au conflit. Donc, souvent, le conflit, il est en train de naître. Il y en a un qui se l'est pris dans les dents, et puis il y a l'autre qui dit « Waouh, je vais essayer de rattraper le tir. » Et donc, comment je vais faire? Il faut se dire, je ne vais pas aller vers un système où c'est moi qui balance l'info et je vais tout faire foirer. Il vaut mieux essayer d'aller dans la collaboration et faire progresser. Et finalement, il faut comprendre aussi c'est quoi le but de tout ça. C'est quoi le succès et c'est quoi l'échec d'une LATA. À la fin, il meurt. Donc, ça ne peut pas être vivant ou mort. Ce n'est pas ça notre manière de penser. Notre manière de penser, ce n'est pas l'échec, c'est il n'est pas mort ou l'échec, il est mort. On ne pense pas comme ça. L'échec, c'est qu'est-ce qui a foiré, qu'est-ce qui va avoir des impacts catastrophiques pour la suite, pour l'équipe, pour la famille, pour malheureusement pas le patient. Donc, le mode succès, comme je le définis moi, en tout cas, après c'est ma définition, hein, chacun peut avoir la sienne, c'est en gros une décision apaisée. En fait, on a passé une situation horrible et finalement tout le monde est serein, personne n'a mal au ventre, il peut aller au boulot dans des bonnes conditions, c'est plutôt positif. Ensuite, la famille endeuillée, elle est endeuillée. Donc elle va forcément être triste, elle va forcément pleurer. Mais ce n'est pas ça qui veut dire que ça va mal. S'ils pleurent, ils sont tristes, ça ne veut pas dire que ça va mal. En fait, ils peuvent être tristes, ils peuvent vivre le manque, mais pour autant, à la fin, vous remercier et vous dire l'engagement, l'accompagnement était adapté. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, on ne cherche pas à gommer les larmes. Elles vont arriver, les larmes. Au contraire, si elles arrivent, c'est-à-dire que c'est plutôt bon signe, c'est qu'ils sont prêts à lâcher leurs émotions. Et si jamais une procédure médico-légale, parce qu'il peut y en avoir, si possible, essayez de les engager sur un mode amiable et conciliation. Parfois, ils veulent porter plainte contre l'hôpital, parce que ça a été mal géré, parce que le malade a eu un retard de prise en charge. OK, en fait, on n'est pas là pour être contre vous. On va vous aider, on peut faire de la conciliation, on va faire ça à l'amiable. Mode échec, c'est quoi? C'est pas de décision, une décision bloquée, des soins qui sont disproportionnés et maintenus sur la demande de la famille. Donc ça, c'est déjà vécu. Des situations où en fait la famille impose, on maintient la réanimation parce qu'on n'est pas d'accord avec vous. Ça, c'est horrible pour l'équipe. Espèce d'acharnement thérapeutique mal vécu et d'obstination imposée par la famille. Une famille qui peut être agressive, verbalement, physiquement, avec des grosses difficultés sur ensuite l'émotion pour l'équipe. Et puis ensuite,
Les procédures, là, en médico-légal, c'est des référés. Référés, ça veut dire en fait, on bloque la chambre, on ne touche plus à rien tant que l'expert n'est pas venu et que le juge n'a pas ouvert le dossier. Ça peut prendre 1 mois, 2 mois. Hein. Ça peut être effroyable pour l'équipe. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est de bien réfléchir, c'est quoi le mode succès. Quand on a compris quel est le mode succès, on va cibler le mode succès. Et c'est pas il est vivant, il est mort, le succès, on s'en fout. C'est qu'est-ce qu'on veut. Donc, on veut protéger l'équipe, protéger la famille, protéger la relation et la sérénité. Et pour ça, alors vous êtes jeunes, là, tous, vous comprenez en fait que ce qui marche bien, c'est le good cup, bad cup. Il faut qu'il y en ait un qui aille en première ligne, il va chercher de l'info, souvent il s'en prend plein la gueule, désolé pour lui, mais il ramène de l'info, et après avec cette info-là, le good cup, il peut arriver et rassembler tout le monde et dire c'est bon, j'ai le compromis, on va y arriver. Donc il y en a un qui va aller, c'est le fantassin, il va aller à la famille et il va se prendre un peu des moments compliqués. C'est lui qui va se prendre le transfert contre transfert. Ce qui est d'ailleurs un peu malsain, c'est qu'on met le plus jeune, le moins bien armé, choper l'info et ensuite nous ramener l'info et le vieux derrière dit oh, c'est facile à gérer, regarde, on va faire comme ci, on va faire comme ça. Donc voilà, ça c'est un petit sujet, mais ce qui est important à comprendre, c'est qu'il faut qu'on joue ça. Donc nous, on se le fait, on essaie de se le faire entre différents seniors pour dire toi tu vas commencer et après moi je prends le relais. Ce relais, en fait, il est utile. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas quelqu'un qui va gagner et l'équipe qui est derrière, c'est l'équipe globalement qui va bien accompagner le patient. Et donc, souvent, il faut se mettre à plusieurs et trianguler le rapport pour que ça fonctionne bien. Donc, ce n'est pas un médecin qui réussit. Parfois, il y a ça un peu. Le jeune médecin, il dit moi, je veux réussir tout seul. En fait, on s'en fout. Ce n'est pas important de réussir tout seul. Ce qu'il faut, c'est le mode succès pour toute l'équipe. Et après, autre point qui me paraît important, c'est intégrer les hétérogénéités. Donc, ce n'est pas simple à faire. Parfois, il y en a qui disent c'est du délit de sale gueule, le culte, la culture, vous parlez de choses, en fait, vous savez trop rien. Ok, on ne sait trop rien de quelles sont les cultures des différentes familles et tout ça. Mais ce qui est important, c'est de se dire je ne veux pas formater ma relation médecin-malade avec un seul modèle. Je vais intégrer plusieurs modèles, me dire qu'en fait, peut-être il y a des familles qui ne savent pas nos concepts de médecine, ne savent pas ce que c'est que la mort cérébrale, ne savent pas ce que c'est qu'une directive anticipée. Donc, quand on leur dit ça, ils disent mais de quoi vous parlez? On ne sait même pas ce que c'est. Il y en a qui ne vivent pas du tout la relation à la vie et à la mort de la même manière que ce qui est décrit dans la loi. Et donc, par exemple, on a déjà vu ça, des familles qui nous disent si vous rentrez dans un mode de prédiction sur le devenir, vous faites un blasphème. Comment ça, je fais un blasphème? Parce qu'en fait, vous prenez pour Dieu. Et donc, il ne faut pas se prendre pour Dieu. Ok, donc en fait, notre médecine qui cherche à prédire, elle est vécue comme blasphématoire pour une partie de la population. Donc ça, il faut le savoir, il faut se dire, ok, s'ils en sont là, on va peut-être pas rentrer sur ce schéma-là, c'est pas ça le mode de communication. Et puis, il y a la défiance face à la science, indépendamment du culte et de la culture d'ailleurs, il y en a qui refusent la science. Les platistes, les complotistes, les anti-vax, qui sont anti-science. Donc dès qu'on commence à dire, nous, on sait, les médecins, et vous, de toute façon, vous êtes des charlatans. Et donc ça, c'est un peu compliqué à gérer, il faut savoir rentrer aussi dans cette relation-là. Et finalement, j'ai trouvé ce truc-là que je trouve pas mal, ça correspond à mon avis, à ma manière de procéder, c'est qu'en fait, il faut se dire que le but, c'est de trouver la meilleure alternative aux deux parties. Il n'y aura pas une seule solution qui va s'imposer à l'autre. Il faut ce qu'ils appellent un BATNA, donc c'est le Best Alternative to Negotiate Agreement. C'est-à-dire en gros, les deux parties, donc imaginez que nous, on est les bleus, la famille est le rouge, on va essayer de trouver un endroit où on se met à peu près d'accord. Et cet endroit à peu près d'accord, ce n'est pas une évidence, ce n'est pas simple, mais c'est un effort de chacun. Donc en fait, il faut aller chercher toutes les alternatives en disant ça se trouve, il y a celle-ci, celle-ci, celle-ci que je ne fais pas habituellement, mais qui peut être adaptée pour cette famille. Il faut évaluer leur faisabilité et puis il faut connaître un peu le jeu de l'autre. Donc en se disant qu'est-ce que lui, il aurait aimé, qu'est-ce qui pourrait lui être utile, quel est son BATNA à lui, qu'est-ce qu'il attend comme solution. Et c'est là, en général, le fantassin peut ramener de l'info en disant tiens, moi j'ai compris qu'il voudrait ça, il voudrait comme ci, il voudrait comme ça. Il faut reformuler, chercher à comprendre ce qu'il raconte. Il faut déterminer des seuils entre les deux parties, donc essayer de comprendre qu'est-ce qui est perdant pour les deux, qu'est-ce qui est on ne sait pas trop et qu'est-ce qui est gagnant pour les deux. Et donc, moi, mon mode gagnant, c'est ce que je vous ai décrit comme succès. Pas d'emmerde, pas de juge, pas d'équipe sereine, tout le monde va bien. Et puis, choisir une situation évidemment non perdante pour les deux parties. Donc, c'est ça, en gros, ce qui nous permet probablement d'avancer. Et un psychologue qui travaille là-dessus a réfléchi à justement différentes situations stratégiques de négociation. Il dit qu'il faut à la fois des attitudes, des compétences et des connaissances. Je ne vais pas toutes les lire, mais en pratique, ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait nous en médecine, de l'écoute active, de l'observation attentive, essayer d'être dans une flexibilité. Et en pratique, moi, ce que j'essaie de conclure, c'est en gros, il ne faut pas être passif. La négociation, il faut être super proactif, essayer de choper de l'info, voir comment on va bien la mettre en place. Et il ne faut pas être paternaliste, parce que sinon, on est sûr de se planter. Donc, le médecin qui sait tout, il est sûr de se planter. Donc, il faut être dans une vision beaucoup plus de l'interaction et de l'intégration des signaux.
Intégrer les paramètres aussi, ça marche. Ce que je vous dis en guise intro, c'est que les paramètres, en fait, quand ils rentrent dans l'équation, eh ben, ça va beaucoup mieux que quand c'est les médecins. Ils parlent différemment, il y a une espèce de lien 24-24 qui se met en place, que les médecins, ils les voient une fois tous les 3 jours, donc ils disent on ne sait pas qui c'est. Et tout d'un coup, ça va beaucoup mieux parce que la communication par l'équipe, quand les soignants parlent à peu près avec le même langage et les mêmes idées que le médecin, tout le monde est aligné, ça va beaucoup plus simple pour que la famille comprenne ce qui se passe. Alors, je vous fais 3 cas cliniques pour juste vous montrer un peu comment on peut essayer de progresser comme ça. Donc là, c'était une annonce de non-escalade thérapeutique qui a été foirée. Ça arrive, hein. Voilà, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Donc là, en gros, c'est une famille qui appelle la secrétaire qui dit « Je refuse l'interdiction à une assistance respiratoire prononcée lors d'un rendez-vous ». En fait, un médecin a dit « Je vais faire une limitation à la ventilation mécanique ». Alors, pour pas mal de personnes, limitation, c'est horrible. C'est-à-dire, en fait, je t'empêche la survie. Je t'enlève quelque chose que tu aurais le droit d'avoir. Ce terme est hyper mal choisi. Je suis désolé, moi, j'aime pas du tout ce mot limitation et latte. Et le pire, c'est les internes qui disent latter. On va latter le malade. Ça, c'est horrible. Il ne faut vraiment pas dire on va latter le malade, c'est monstrueux. Donc, il y a une tension sur le champ lexical et sur le but de l'annonce. Le but de l'annonce, ce n'est pas de dire je t'empêche d'avoir une ventilation. Le but de l'annonce, c'est de dire si jamais il y a une surcomplication respiratoire, l'état clinique du patient est tellement fragile qu'il ne pourrait pas le supporter. C'est pour ça qu'on a décidé à l'avance de ne pas rajouter une assistance à ce moment-là, parce qu'en fait, ce serait disproportionné. Donc, la situation clinique, ce n'est pas la même chose que le mode opératoire. Il faut bien dissocier les deux. Et finalement, en expliquant à la famille que le but, c'était donc justement d'éviter de rajouter une assistance tandis que ce serait dépassé, ils ont tout à fait compris. Bon, il s'avère que la patiente a plutôt bien évolué et donc on a réussi à la récupérer. Donc, leur expliquer que quand on dit on fait une limitation, ça ne veut pas dire elle va mourir. En fait, elle peut guérir malgré cette limitation. Ça aussi, c'est un élément qui n'est pas forcément très explicatif quand on parle de limitation. Deuxième cas clinique, c'était une extubation sous sédation profonde et continue qui était compliquée à mettre en place. Donc après la collégialité, on était à peu près tous d'accord. C'était un jeune homme qui a eu un accident de moto. Et en fait, il avait comme épouse une femme qui était biculturelle, née en Afrique, et elle a vécu depuis ses 6 ou 7 ans en France, donc complètement parisienne et tout, mais biculturelle intrinsèquement. Souvent, on voit des familles où il y a biculturelle avec 2 membres. Elle-même était déjà biculturelle. Et en pratique, elle comprenait tout à fait la gravité. Elle voyait l'impasse, mais elle avait un blocage sur la notion d'extubation. Pour elle, l'extubation, c'est quelque chose qui était impossible. Donc, j'étais dans mon batna, j'étais en train de me dire, qu'est-ce que je peux faire finalement pour que elle win et moi je win, en fait. Je dis, en fait, je suis prêt à lui dire que moi je m'en fous, je n'ai pas besoin de l'extubation, mon mode opératoire. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'on puisse l'emmener vers une fin de vie dans des bonnes conditions qui ne souffre pas. Donc, elle avait compris, en fait, la sédation profonde et continue, elle était d'accord. Et donc, on avait même proposé qu'on lui fasse une sédation profonde et continue sans extubation et la laisser comme ça hypoventiler. Et finalement, avec le temps, en lui expliquant qu'il y avait quand même un intérêt pour le patient qu'elle puisse être là au moment où il meurt, elle a accepté l'extubation. Il y a eu cette espèce de déclic qui est passé en fait par du temps. Et puis là, on est même passé par un deuxième avis. On a fait venir Bernard Viguet, qui travaille à KB et qui est venu discuter aussi de cette manière de voir la médecine, et elle était assez d'accord avec ça. Bon, en revanche, on n'a pas pu faire de M3 dans cette situation. Troisième cas clinique, c'est un EME avec refus d'extubation. Ça, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Et ça, c'est effroyable pour les équipes parce qu'on définit la mort et on doit maintenir la ventilation parce que la famille n'accepte pas qu'on éteigne le ventilateur. Donc là, échappement thérapeutique, HC réfractaire, il passe en EME en 3 jours, refus du diagnostic de mort cérébrale. Pour eux, ça n'existe pas. Dans leur culture, dans leur manière de comprendre la vie, la mort cérébrale, ça n'existe pas. C'était mal compris. Après, on a essayé de comprendre pourquoi ils étaient bloqués. Ils ont dit le thorax n'arrête pas de bouger et en plus, le cœur bat. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je leur ai fait le test d'hypercapnie devant eux. J'aurais montré en fait que le thorax il ne bougeait pas parce qu'en fait, c'est la machine qui est alimentée. Donc, en faisant le test d'hypercapnie, j'aurais montré qu'en fait, il n'y avait aucun balancement thoraco-abdos, il n'y avait aucun mouvement abdos du patient spontané. Je n'ai pas fait le réflexe de tout parce que c'est assez dégueu le test de tout, mais voilà, j'aurais fait vraiment la ventilation. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, oui, il n'était pas capable de respirer. On a présenté les alternatives, soit on extube, soit on arrête la ventilation avec le tube en place, soit on baisse l'assistance de la ventilation. Mais de toute façon, il fallait qu'il meure, parce qu'il était déjà mort, en fait, d'une certaine manière, donc il fallait qu'on arrête ces assistances. Et ils ont compris en pratique que le ventilateur, ce n'était pas naturel, mais eux aussi étaient bloqués sur cette histoire de tube. Donc, ils ont demandé à ce qu'on maintienne le tube. C'était compliqué, en fait, pour une partie de l'équipe. Mais je ne comprends pas pourquoi on maintient le tube, il est mort. Et, en fait, on s'en fout. Il est mort, tout le monde est d'accord. Donc, aidons-les à gérer leur deuil dans des bonnes conditions. Et j'ai fini. La conclusion, c'est quoi? C'est qu'en pratique, il faut préparer l'équipe au conflit.
ça va arriver. Il faut se protéger les juniors face à ces familles qui peuvent être compliquées. Il faut protéger les seniors qui vivent des impasses professionnelles. Il faut protéger les équipes face aux tensions et aux décisions douloureuses. Il faut protéger les volontés du patient, y compris sa culte et son culture. Donc, il y a tout cet ensemble-là. Et pour ça, il faut donc se dire que ça va exister et qu'on doit être prêt à le faire. Je dis un peu en rigolant, mais on a tous une fiche cognitive sur les hyperthermies malignes, avec c'est 1 sur 2, 20 000 ou 1 sur 30 000. Et on n'a pas encore de fiche de gestion du conflit, tandis que c'est à peu près 5% des admissions en réanimation. Bon, on a un petit décalage sur les incidences, en tout cas, on n'est pas très organisé. Et ma toolbox, c'est en gros le résumé que je vous ai donné, c'est l'area d'attente avec l'exhaustivité des infos pronostiques, c'est la collégialité, c'est intégrer toutes les hétérogénéicités, c'est faire des relais au sein de l'équipe, accepter le good cup, bad cup, c'est comme ça que ça marche bien, aligner la famille sur la situation clinique, puis discuter de mode opératoire, et pas tout de suite être affirmatif sur le mode opératoire, qui finalement est un peu secondaire. Et puis ensuite, essayer de réfléchir BATNA. Essayer de se dire qu'on ne va pas être passif, on ne va pas être paternaliste, mais on doit chercher une option de négociation pour que ça passe avec les familles. Et voilà, j'ai fini.